Alors, bienvenue du coup. Aujourd'hui, au sein de la radio du Centre social, nous accueillons pour un petit échange avec des jeunes Monsieur le maire. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour à vous, merci pour l'invitation. Monsieur Banache, donc Merci, adjoint à la vie adjoint à scolaire. la vie scolaire. Merci pour cet accueil. Et Monsieur Digimard, adjoint à la jeunesse. Bonjour, merci pour votre invitation. Donc voilà, donc aujourd'hui, on a prévu un petit temps d'échange avec les jeunes qui voulaient poser des questions sur un peu la découverte en fait de la fonction de maire, qui peut être mal comprise ou alors pas du tout de connaissances là-dessus. Alors, nous essaierons de répondre au mieux parce que la fonction de maire, c'est tellement compliqué que vous voyez, je suis venu avec deux personnes. Je suis venu avec deux personnes pour essayer de vous guider hein, dans ce thème que vous avez choisi. Mais je pense que en quelques questions, on ne fera pas le tour de la fonction du maire. C'est tellement Oui, vaste qu'on n'y arrivera pas. Mais on est là pour vous aider. voilà. C'est bon pour vous les jeunes? Ok, donc là il y aura Naïl qui sera avec nous, Mohamed et Zakaria. Ouais, Parfait. donc collégiens au collège d'Austricourt. Oui, j'en connais quelques-uns qui étaient hein, dans la classe. Hein. Parce que je suis enseignant aussi. Je suis maire, mais je suis enseignant. Je vous le dirai tout à l'heure. Alors du coup, rapprochez-moi parce que du coup sur la trace on voit pas forcément D'accord. les empreintes, donc il faudra bien parler au niveau du micro. Alors du coup, Naïl, tu commences pour la première question? Euh, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le maire. Nous sommes ravis de vous recevoir ici au sein de notre plateau de notre web radio pour échanger avec 3 ou 4 jeunes qui fréquentent l'espace jeunesse, scolarisés au collège de Sricourt et habitant la commune. Dans un premier temps, si vous le voulez bien, vous présenter avec votre métier, votre fonction, et nous passons dans un deuxième temps sur un échange de questions-réponses avec les jeunes. Alors la première question, vas-y. Qu'est-ce que la fonction d'un maire? Alors c'est ce que je vous disais en introduction, hein, c'est compliqué à vous décrire comme ça en quelques mots. Qu'est-ce que c'est que la fonction de maire? Moi je suis élu depuis plus de 30 ans et parfois je m'étonne à me dire qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui parce qu'il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de défini. Tout à l'heure avant d'arriver, euh, on a eu un coup de fil parce qu'on déchargeait des plaquettes de bois. Parce que pas loin d'ici, hein, euh, on a un nouveau mode de chauffage qui va intervenir. Et donc, c'est un mode de chauffage environnemental, écolo. Ostricourt, là-dessus, on est à la pointe du progrès. Donc, il y avait un déchargement de plaquettes de bois, et c'est pour ça que je suis arrivé un petit peu en retard. C'était quand même intéressant d'aller voir comment ça se passait. Et puis, euh, cet outil va servir aux Ostricourtois, va servir à tout le monde. Et donc, par exemple, le maire, il se doit aussi d'aller voir quand on approvisionne ce type d'endroit. Mais ça, ce matin, moi, quand je me suis levé, je ne savais pas que j'irais voir ça. Mais c'est tellement important que le maire, il accompagne tous les projets que vous dire quelle est la fonction du maire, c'est en quelques mots, c'est quand même compliqué. La fonction d'un maire, c'est de diriger une ville. C'est ça, en gros. Les citoyens, parce qu'on vit dans une république, les citoyens, ils ont décidé que le maire, il va devoir, pendant le mandat, hein, s'occuper des affaires de la ville. Mais comme je vous dis, c'est vaste s'occuper des affaires de la ville. Il y a aussi en France d'autres institutions. Et donc le maire, il a le droit de faire certaines choses. Je crois qu'il y aura des questions sur les droits, les devoirs, Mhm. etc. Mais c'est pas défini à l'avance. Donc un maire, c'est en quelque sorte le garant du fonctionnement de la ville. Le garant, ça veut dire celui qui va faire en sorte que ça marche le mieux possible, pour que les gens ils s'entendent le mieux possible. Ça peut commencer au plus bas âge, de la maternelle, même avant, quand on va à la crèche, jusque nos personnes âgées. Ça passe par les jeunes, ça passe par les écoles, ça passe par les institutions, parce qu'il y a des institutions. Donc le maire, il va devoir être en rapport avec le préfet, par exemple. Il va devoir écouter ce qui se passe au niveau de l'État. En ce moment, avec la Covid, vous savez, on nous impose plein de choses. Mhm. Donc, il y a un an de ça, le maire, jamais il aurait pu croire qu'il va se passer une crise sanitaire où il va être impliqué. Donc vous voyez, définir une fonction pour un maire, c'est compliqué. En gros, c'est quand même aussi un chef d'entreprise, un maire. Parce que pour réussir cette mission, il y a toute une équipe autour de lui, des élus comme lui. Je crois qu'il y aura une question Mhm. aussi tout à l'heure, je pense, à ce niveau-là. Et c'est pour Tout ça que à je suis fait. venu avec deux autres élus
Il va y avoir une équipe d'élus autour de lui pour l'aider dans ses prises de décision. Mais après, quand on prend des décisions, il faut aussi du personnel. Il faut aussi du personnel. Et donc, le personnel, c'est le maire qui les embauche, c'est le maire qui est responsable de ce personnel pour que toutes les décisions puissent être suivies, puissent être effectuées. Par exemple, je sais pas moi, pour l'espace jeunesse, ici c'est un bâtiment qui est quand même municipal, il faudrait une couche de peinture par exemple. Donc il y a un directeur ici qui pourrait me demander, monsieur le maire, ça fait longtemps qu'on n'a pas mis en peinture l'espace jeunesse. Pourtant, c'est un bel espace jeunesse, encore, on n'a pas besoin de peinture. Donc, ce n'est pas vraiment un bon exemple, mais on pourrait avoir besoin de peinture. Alors, on décide ensemble, voilà, il faut acheter telle couleur. Et puis, nous, on a des employés à la ville qui viendraient mettre en peinture. Ça aussi, c'est la fonction du maire. Ça a répondu à ta question? Oui. Alors peut-être juste pour compléter les propos du maire, puisque on a évoqué au cours de la réponse de monsieur le maire la question du mandat. Donc le maire et son équipe, le conseil municipal, sont élus pour 6 ans. Voilà. Voilà. Et, Zacharia, vas-y, à toi. Quels sont ses droits et ses devoirs? Les devoirs, c'est de réussir parce que on a des projets. Donc les devoirs, c'est de réussir les projets qu'on se fixe. Vous, quand vous allez à l'école, vous vous fixez des projets. Hein, vous faites un contrat, un pacte avec vos parents et vos professeurs, pour dire voilà, moi j'aimerais bien arriver à tel diplôme et puis avoir tel métier et puis réussir comme ça. Donc les devoirs du maire, c'est avec l'équipe qui l'accompagne, parce qu'on a décidé d'être ensemble, c'est de dire, voilà, nous, pour les 5-6 ans à venir, on aimerait bien se fixer ces projets-là pour la ville. Et là, c'est les devoirs du maire de les réussir. Les droits, qu'il a, il n'a pas plus de droits que quelqu'un d'autre, il doit respecter la loi, parce que c'est comme ça, on est dans une république. Quand on roule en voiture, on doit respecter les panneaux qui sont là sur le bas-côté. Quand on est dans une vie de citoyen, on doit respecter les règles de la République. Le maire, il a les mêmes droits que tout autre citoyen. Il n'a pas une cape de Superman derrière lui pour dire maintenant, tous les problèmes ils vont cesser, il suffit que je survole la ville et que je vais pouvoir avec les droits que j'ai acquis. Non, on a des devoirs. On a les droits comme les autres, et ensuite il faut aussi être malin, il faut savoir essayer de faire en sorte qu'on trouve des petites techniques pour que tout le monde qu'on puisse vivre les uns avec les autres, qu'on puisse apporter notre aide, comme je le disais tout à l'heure, aux enfants, aux jeunes, aux adultes, aux personnes âgées. Et ça, parfois, c'est compliqué. Je ne sais pas si quelqu'un veut donner un petit complément de réponse, parce que c'est compliqué aussi comme question. Oui. On est commencé vraiment par des questions un peu vraiment très larges. Oui, très large. Ouais. C'est très large. Donc en fait, juste pour compléter votre réponse, monsieur le maire, c'est que nous sommes dans une société démocratique, égalitaire. On parle beaucoup de société républicaine. Donc tous les citoyens sont égaux en droit. Donc en termes de devoirs, on a tous les mêmes obligations vis-à-vis de la loi. On doit tous respecter la loi de la même façon. Donc le maire, comme n'importe quel citoyen, et comme son équipe de conseillers municipaux, doit respecter la loi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le maire, avant d'être élu, il s'est engagé auprès de ses citoyens, avant l'élection. Donc le maire présente un programme avec des promesses de mandat à réaliser. Donc, monsieur le maire va essayer avec son équipe de gérer en bon père de famille, donc de la meilleure des façons qui soit, le budget de la ville, pour essayer de faire réaliser des économies à la ville et pour essayer de faire en sorte que cette grande famille que sont tous les habitants d'Ausricourt vivent bien. C'est ce qu'on appelle le bien vivre ensemble. Donc la fonction du maire, un peu comme un père qui va gérer sa famille, c'est de gérer au mieux le budget de la famille, donc gérer au mieux le budget de la ville. Et c'est aussi de faire en sorte que tous les membres de la famille soient heureux et s'entendent bien. Donc si tu peux faire l'analogie entre la famille et la ville, le maire c'est un peu le chef de famille, c'est un peu le chef
celui qui va faire en sorte pour que ça se passe bien. Donc il va faire en sorte de faire des économies, d'atteindre les objectifs qu'il se fixe. Donc c'est une obligation de moyens et pas de résultats. Donc il fera le mieux qu'il peut en fonction de la conjoncture. Donc des fois, il y aura des moments qui seront un peu difficiles, comme là en ce moment, on a une crise sanitaire qui est le Covid, donc c'est très compliqué. Et il faut faire en sorte pour que cette crise, elle passe au mieux. Donc en fonction de l'actualité, en fonction des difficultés, en fonction des moyens dont on dispose, on va essayer de gérer au mieux cette grande famille dont nous sommes tous les composantes, c'est-à-dire tous les habitants d'Austricourt. Voilà. Donc favoriser le vivre ensemble du coup. Tout à fait. Alors, Mohamed, vas-y. Comment est-il élu? Ah, le Ah. maire, comment il est élu? C'est une bonne question. Comment il est élu? Donc, Monsieur Desguimas vient de vous l'expliquer un petit peu. On a un mandat. Un mandat, ça veut dire que c'est une durée élective. Pendant 6 ans, on gardera le même conseil municipal. Puisqu'un maire, c'est le chef du conseil municipal, en gros. C'est le chef du conseil municipal. Je parle dans le micro. Donc, comme il est le responsable du conseil municipal, en France, tous les 6 ans, les gens qui habitent Austricourt, la ville d'Austricourt, tous les 6 ans, ils vont avoir le choix entre différents candidats. Alors les candidats, ils se portent sur une liste. C'est-à-dire qu'on va désigner un nombre de personnes sur une liste qui pourront siéger au conseil municipal. À Austricourt, puisqu'on a 5400 habitants, cette liste, elle est composée de 29 noms. C'est-à-dire qu'il va y avoir 29 personnes au conseil municipal. Donc, tous les 6 ans, si un jour on était un peu plus nombreux, on aurait le droit peut-être d'avoir 30 ou 31. Je crois que c'est plutôt un nombre impair, 31. Il y a des villes, c'est beaucoup moins de conseillers, ça dépend de la taille de la ville. Nous, à Austricourt, c'est 29. C'est les textes de notre constitution républicaine qui font qu'on est 29. Tous les 6 ans, les Austricourtois vont venir, quand il va y avoir ces élections municipales, choisir leur préférence. Ou alors la liste de M. Martin, ou la liste de M. Dupont, ou la liste de M. Bon, nous à Austricourt, aux dernières élections, il y avait 2 listes, par exemple, puisque ça s'est passé cette année. Il y avait 2 listes. Les Austricourtois, ils ont eu le choix entre 2 listes de noms. Ils mettent le papier avec les 29 noms, ils n'ont pas le droit de rayer des noms, etc. Et en fonction du nombre de voix qu'on a eues, on appelle les élections municipales des élections à la proportionnelle, c'est-à-dire que quand on a choisi sa préférence, à la fin, on va dépouiller, on va ouvrir les enveloppes, on va compter combien la liste A a eu de suffrages, combien elle a de votes, de voix, la liste B, combien elle a de voix. Ceux qui ont plus de 50%, ils ont un certain nombre d'élus. Ceux qui ont moins de 50%, ils ont un certain nombre d'élus moins important. Et ça va composer le conseil municipal. Par exemple, à Austricourt, lors des dernières élections municipales, la liste que je conduisais a obtenu 67% de voix. Ça nous a donné le droit d'avoir 24 élus sur les 29. Et l'autre liste qui avait la différence, ils ont eu 5 élus qui ont le droit de venir siéger au conseil municipal. Ils représentent ce qu'on appelle l'opposition. Ceux qui ont eu plus de 50%, on dit que c'est la majorité. Voilà. Donc ensuite, les 29 personnes qui ont été désignées sont tous des conseillers municipaux. Le futur maire, il est aussi conseiller municipal et il restera conseiller municipal pendant 6 ans. Mais quelques jours après l'élection, on se réunit dans un conseil municipal constitutif. Et donc ce jour-là, on demande qui veut être candidat pour le poste de maire. Qui veut, pendant 6 ans, remplir la fonction de maire. Donc j'ai candidaté cette année, comme j'avais candidaté il y a 6 ans.
Auparavant, vous ne l'avez pas vraiment connu. On a eu un maire ici pendant 30 ans qui s'appelait Robert Ancelin. On a une école Robert Ancelin pas loin. Certains d'entre vous étaient dans cette école parce que le maire a beaucoup fait pour la commune. On a estimé que cette école, et en plus il vivait dans ce quartier à une époque, devait prendre son nom. Donc un maire, il est désigné par ses pairs. Par ses pairs, ça veut dire ses collègues du conseil municipal, hein, pour 6 ans. Donc voilà, donc je suis devenu maire parce que le conseil municipal a ainsi décidé. Je reste conseiller municipal, mais en plus, j'ai la fonction de maire. C'est-à-dire que j'ai un peu plus de responsabilité que les autres conseillers municipaux. Mais heureusement qu'ils sont là pour m'aider. Ils me conseillent, c'est pour ça qu'on les appelle conseillers municipaux, ils me conseillent, et après, j'ai désigné, plutôt ils se sont fait élire aussi, des gens qui sont un peu plus proches du maire, qu'on appelle des adjoints au maire, et vous en avez 2 en face de vous. En France, c'est la parité. Donc, aujourd'hui, je suis venu avec deux garçons, hein, 2 hommes. Mais on aurait pu ramener des dames, hein, parce que La parité n'est pas respectée. Aujourd'hui, on n'a pas respecté la parité. Mais quand on est sur une liste, quand on propose une liste de 29 noms, il faut qu'il y ait un homme, une femme, un homme, une femme, et ainsi de suite. Ou alors, si on commence par une femme, un homme, une femme, un homme, etc. Et dans le bureau municipal, ce qu'on appelle le bureau municipal, à Austricourt, on avait le droit à 8 postes d'adjoint au maire. Donc on a décidé de travailler avec 8 postes d'adjoint au maire. Et on a donc 4 dames qui sont dans ce bureau municipal et 4 hommes. Voilà. Donc ça s'appelle des adjoints au maire. Ces personnes s'appellent des adjoints au maire parce qu'ils peuvent, un peu comme au foot, hein, ou au basket, hein, à un moment, venir me remplacer parce que le maire, il a quand même beaucoup de décisions à prendre. Donc quand il ne peut pas être... parce que je vous l'ai dit, je ne suis pas Superman, hein, c'est pas possible de se dédoubler. Quand il y a des conseils d'école, quand il y a des réunions un peu partout, je ne peux pas être partout à la fois. Parce qu'une journée, ça dure 24 heures et c'est déjà compliqué de trouver du temps, hein, pour s'occuper de toutes les affaires. On a désigné, ils ont été élus, à une fonction que j'ai proposée. Hein, Monsieur Desguimas, il s'occupe du sport et de la jeunesse, comme on a dit tout à l'heure. Donc, il va s'occuper plutôt des manifestations sportives, de voir un peu comment on peut développer des projets avec les jeunes, etc. Et M. Banache, il s'occupe plutôt de tout ce qui est école, enseignement. Donc, on a 4 écoles, par exemple. Quand il y a des conseils d'école, c'est M. Banache qui ira plus facilement que le maire, où il rencontrera les directrices, les directeurs d'école, où il ira voir le principal du collège pour essayer de faire en sorte d'apporter un plus, comme je vous l'ai dit, pour tous les habitants. Alors après, on a d'autres postes, hein, ils n'ont pas tous pu venir aujourd'hui, mais quand je vous parlais des personnes âgées, on a quelqu'un qui s'occupe des personnes âgées, par exemple. On a quelqu'un qui s'occupe des travaux dans la ville, quand il faut faire des nouveaux trottoirs, quand il faut faire des nouvelles chaussées. On en parle tous ensemble, on prend une décision, on m'apporte un papier à signer. Moi, je prends la responsabilité de mon engagement, comme a dit M. Desguimas tout à l'heure. Mais après, c'est l'adjoint qui s'occupe des travaux qui va suivre ce dossier. Donc voilà, je suis élu par mes pairs. Mes pairs, ça veut dire mes collègues du conseil municipal. À Austricourt, il y en a 29. Et on m'a désigné maire pour 6 ans. J'ai répondu à votre question ? J'étais large. Alors juste si je peux un peu compléter, donc on a parlé de la parité. Vous savez c'est quoi la parité ? Donc dans une équipe municipale, on doit avoir autant d'hommes que de femmes. Donc aujourd'hui, on est venu, nous sommes que des hommes, donc non pas que nous n'avons pas souhaité respecter la parité. Donc vous devez savoir que pour des questions de disponibilité, les élus ne sont pas toujours présents. Donc les élus, ce sont des bénévoles, d'accord, qui sont investis d'une mission, mais qui ne sont pas des salariés de la ville. Chacun a un métier, d'accord. Moi, je suis enseignant. Ben, d'ailleurs, autour de la table, on a que des enseignants. Mais on peut avoir en personne élue d'autres personnes. Donc on a des personnes qui sont inspecteurs des finances, des personnes aussi qui sont retraitées. En tout cas, les élus ne sont pas payés par la ville. Ce sont des bénévoles qui sont investis d'une mission, qui ont un mandat d'élu, d'accord, et qui viennent représenter la ville. Donc aujourd'hui, voilà, pour des questions de disponibilité, nos collègues féminines n'ont pas pu être là. Autre chose aussi, sur la question de l'élection du maire. Donc, le maire se présente au suffrage universel. Donc, toutes les personnes qui ont plus de 18 ans vont pouvoir voter pour le maire.
en fonction d'un bilan qui a été réalisé. Donc le maire est en fonction depuis 6 ans. Il présente ses réalisations à tous les Austri-Courtois. Donc les Austri-Courtois peuvent, en leur âme et conscience, juger le travail du maire et de son équipe. Pendant les 6 années qui viennent de précéder, qu'est-ce que vous avez fait, monsieur le maire? Est-ce que vous avez tenu vos promesses? Donc le maire peut s'enorgueillir du bilan qu'il a réalisé. Ensuite, le maire se présente avec un programme. Il dit, voilà, pour les 6 années à venir, voilà ce à quoi je vais m'engager. Dans différents domaines, dans les domaines du sport, de la jeunesse, le patrimoine, la culture, les écoles, la construction des routes, etc. Et le maire voit en face de lui une autre équipe, donc quelqu'un qui va représenter une opposition et qui va venir aussi s'engager, faire des promesses. Donc souvent, il y a des différences entre les deux programmes. Donc les Austri-Courtois, en fonction du mandat qui vient d'être réalisé, avec toutes les réalisations que le maire a fait, peut voir la crédibilité de l'équipe en place et peut comparer avec les promesses qui vont être faites par l'équipe qui sera menée par une personne et qui voudra aussi devenir maire. Donc les Austri-Courtois peuvent comparer, peuvent consulter les programmes, peuvent rencontrer le maire, les opposants politiques et décider en leur âme et conscience pour qui ils vont voter. Donc à Austricourt, l'ensemble des Austricourtois ont voté pour M. Bruno Ruzinek. C'est qu'ils estimaient que son bilan était très positif et que les promesses pour lesquelles il s'engageait étaient crédibles, contrairement à l'équipe qui représentait l'opposition. Donc les gens ont préféré voter pour M. Ruzinek, ce qui explique que M. Ruzinek est aujourd'hui là aux manettes. C'est parce que les Austricourtois ont décidé de lui faire confiance et de s'engager à ses côtés et de voter pour lui pour le prochain mandat des 6 ans. C'est aussi pour cette raison que M. Ruzinek est aujourd'hui maire à Austricourt. Voilà, c'était important que je précise aussi les raisons qui conduisent au choix du premier magistrat de la ville. Non, mais c'est bien parce que du coup, sur vos explications mutuelles, en fait, on a eu une largesse sur les questions qui suivent après. Voilà. Donc, Du coup, ça a répondu à pas mal de questions. Donc, Ilyes, vas-y, c'est à toi. Oui, tu peux enlever ton masque. bonjour Elias. Moi aussi Elias, hein, parce qu'on se connaît depuis longtemps nous. Hein. Oh là là. Je sais, et ça me fait plaisir de te voir. À chaque fois que je te vois Elias, ça me fait toujours plaisir. Ouais, je sais bien. Comment se déroule une journée type? Alors, attends, parce qu'on t'a pas forcément entendu, Ilyes. Vas-y. Comment se déroule une journée type? Une journée type du maire, c'est ça? C'est ça, une journée type. C'est jamais la même. C'est jamais la même. Le maire, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il Il y a pas de journée type. Il sait pas trop. Il sait pas trop comment ça va se dérouler. Pour être maire, il faut faire beaucoup de concessions. Je parle pas parce que je suis maire et qu'on est à Austricourt. Je sais pas comment ça se passe dans les autres communes, mais je pense qu'à Austricourt, il faut être présent énormément. Donc, si on veut devenir maire, d'abord, il faut se dire qu'il va plus rester beaucoup de temps au maire pour ses loisirs. Moi, quand je vais au cinéma, c'est une fois de temps en temps. Parce que j'ai choisi d'être maire, j'ai du plaisir à voir les gens, du plaisir à aller dans les rencontrer, j'ai du plaisir à venir ici, d'être accompagné par des collègues. Mais pour être maire, le soir, quand il reste un petit peu de temps, ou le samedi, on est un peu fatigué. Souvent, on a envie de mettre ses pantoufles et puis de prendre un magazine ou d'écouter de la musique. On est fatigué même pour aller au cinéma. Il faut se dire déjà ça. C'est pas facile. Souvent, à la télé, on dit « Oh, il faut pas ça, mais c'est pas évident du tout. Pas facile. Donc après, M. Desguimard l'a dit tout à l'heure, il est enseignant, M. Banache est enseignant, moi je suis enseignant, il n'y a pas que des enseignants. Être maire, c'est pas avoir un salaire à la fin du mois. En tout cas, dans une petite commune comme Austricourt, il y a ce qu'on appelle des indemnités. On a un petit peu d'argent, mais c'est pour payer par exemple notre essence quand on va dans des réunions à Lille, quand on prend un parking, on doit laisser sa voiture sur un parking. Bon, ça nous rembourse nos frais, mais il ne faut pas croire qu'être maire, c'est devenir riche. Hein. Si on va s'acheter un costume, il n'y a personne qui le donne. Hein.
Il y en a d'autres qui en profitent, mais bon, à Austricourt, le costume, on se l'achète, et sa cravate, on se l'achète. Bon, Ah. donc, on a des indemnités, mais le maire, d'abord, il doit s'occuper de sa propre famille. Moi, j'ai une épouse et puis 2 garçons, hein, donc c'est comme tout le monde, comme tout le monde. Donc, le matin, quand je me lève, il faut que les courses y soient faites, que le café il passe, et puis ensuite, je dois aller travailler. C'est pour ça que je vous ai eu par certains d'entre vous en classe, et après que je suis devenu maire, je ne peux pas dire j'arrête de travailler. Pas Austricourt, c'est pas possible. Dans les grandes villes, peut-être qu'ils peuvent, mais dans une ville comme Austricourt, c'est pas possible. Donc il faut organiser son emploi du temps en fonction des problématiques de son programme électoral, des problématiques de la vie. Tout à l'heure, en arrivant à la mairie, j'ai eu un message d'une dame, il va falloir que je lui réponde dans la journée. Donc on a un agenda, on a des réunions qui sont prévues. Tout à l'heure, je vous ai parlé du préfet. De temps en temps, on ne rencontre pas directement le préfet, mais on rencontre des gens des services. Donc ça peut se passer ou à Lille, ou c'est les gens qui viennent nous voir ici. Cet après-midi, par exemple, je vois le receveur de la Poste, le responsable de la Poste d'Austricourt. Je ne le connais pas, il voulait me rencontrer parce que les bâtiments de la Poste, c'est aussi une propriété de la ville. Donc on doit se voir pour refaire le point. Donc vous voyez, on ne peut pas vous dire il y a une journée type. En gros, on se lève, on va travailler. Et puis après, dans la journée, ou le midi, ou le soir, de toute manière, je passe en mairie quasiment tous les jours, parfois même le dimanche. Là, avec le Covid, on a un peu moins de journées chargées le dimanche. Ça nous libère un peu le dimanche. Mais sinon, quasiment, on est à la mairie tous les jours. Parce que quand on prend des décisions, tous les soirs, j'ai une pile de livres qu'on appelle des parapheurs. Et donc, je dois consulter toutes les pages. Ça me prend, alors ça dépend du nombre de paraphes à mettre, de signatures à mettre. Ça me prend au moins une demi-heure ou 3/4 d'heure juste pour signer des commandes, par exemple, des commandes. Il y a un centre aéré, il y a un bus à commander pour que les enfants soient transportés. Souvent, c'est le maire qui doit signer l'autorisation. Voilà. Donc, tous les jours, au moins, je suis en mairie, après l'école, de 17h jusqu'à 20h. Au mieux, quand il n'y a pas de réunion le soir, je reste à la mairie de 17h à 20h. Et quand il y a une réunion, comme hier elle s'est terminée un peu plus tard, je suis rentré à la maison, il devait être 21h30 ou 22h. Pourtant, c'est les vacances. Hein. Ça veut dire aussi qu'hier, j'étais pas à l'école, j'étais quasiment à la mairie toute la journée. Aujourd'hui, c'est pareil, c'est les vacances, mais je m'y mets. Et sinon, moi, j'ai décidé, pour vraiment bien m'organiser dans mon travail, j'ai décidé le mercredi, vous savez, les enseignants, on ne travaille pas normalement, de travailler tout le mercredi. Donc j'ai des rendez-vous quasiment au matin à partir de 9h jusqu'au soir, jusqu'à 18h, minimum. Et puis le jeudi, je ne vais plus à l'école non plus, j'ai demandé à une remplaçante de venir. Hein. Je suis un petit peu moins payé aussi sur mon salaire, mais c'est comme ça, pour m'organiser, pour mieux m'occuper de l'emploi du temps de la ville, hein, de prendre des rendez-vous aussi avec mes collègues. Hein. Monsieur Desguimat, de temps en temps, me rend visite, Monsieur Banache ou un autre adjoint. On planifie un rendez-vous pour prendre des décisions dans ces domaines-là. C'est eux qui me guident. Donc, le jeudi aussi, je suis toute la journée à la mairie. Toute la journée à la mairie, du matin au soir. Mais après, il n'y a pas un emploi du temps type. Hein. Je ne fais pas discipline français, après sport, etc. Si, des fois, on dit, allez, je réserve plutôt 1 ou 2 heures pour recevoir les habitants de la ville. L'après-midi, ce sera plutôt pour recevoir des entreprises, par exemple. En fin d'après-midi, c'est le moment où je vais signer mes documents. Aujourd'hui, on signe aussi électroniquement, des fois. On signe plus seulement avec, à l'ancienne méthode, avec donc, on doit aller sur l'ordinateur et j'ai des codes secrets. Il n'y a pas de bouton rouge. Hein. Pour pouvoir, parce que je m'occupe d'un budget, par exemple. On s'occupe à Austricourt, ça dépend des années. Mais gérer Austricourt, c'est un budget à peu près de 6 ou 7 millions d'euros en fonctionnement. Et en investissement, ça dépend. Mais l'année dernière, on a créé l'aérosport, on a créé la garderie des sourires. L'année dernière, en investissement, c'était un gros budget aussi. Il fallait compter autant en investissement. Ça veut dire que quand je signe, je dois quand même faire attention à ce que je signe. On n'achète pas seulement un hamburger. Et si je fais une erreur, je risque d'avoir des ennuis quand même. Hein. Donc, le budget d'Austricourt, il est aux alentours, je vous dis, d'une dizaine de millions d'euros. Ça dépend des années, s'il y a l'investissement ou pas. Et donc, quand je m'en vais sur l'ordinateur où tous les soirs, il faut signer la clé
avec des ordres de mission pour donner de l'argent, je prends mon temps, par exemple. Je prends mon temps. Hein. Donc tu vois, Ilyes, à certains moments, ça va vite, tout va bien, on a l'impression que tout le monde peut devenir maire, mais il faut, dans son emploi du temps, s'organiser. Monsieur Banache, vous voulez rajouter quelque chose là-dessus ou vous attendez une autre question? Pas précisément sur les... Venez sur le micro, venez pas sur- Oui, précisément oui. sur la dernière, parce que vous êtes, monsieur le maire et monsieur Desguimat, tellement précis. Je pense que les jeunes, vous en avez entendu et peut-être pas tout retenu. Hein, c'est pour ça que je vais me permettre de revenir sur peut-être une chose. On parlait du... Parce qu'il est passé... Tu as posé une question, comment se déroule une journée type. Et tout à l'heure, un de vous pose la question sur la constitution du conseil municipal. En fait, le conseil municipal, c'est donc 29 personnes qui sont élues, mais les 29 personnes ne tiennent pas ensemble au départ. S'il n'y avait qu'une liste présentée aux élections, eh bien le conseil municipal serait constitué de 29 personnes de la même liste. C'est-à-dire 29 personnes qui ont été choisies par monsieur le maire, monsieur Rusnek en l'occurrence. Là, monsieur le maire le disait, il a obtenu 67% des voix, donc l'opposition a obtenu 43%. ouais, 33 ouais, 33%. Ça, c'est l'erreur. Hein. 6 au T10, ça fait bien. Bon, des formations professionnelles, hein, c'est 33%, ce sont des Il est prof enseignants. au collège, hein, dans sa vie, il fait prof au collège. Et M. de Guémal disait tout à l'heure, c'est la proportionnelle. Donc, par conséquent, il y a un certain nombre de personnes de l'opposition, c'est-à-dire des gens qui s'opposent à l'élection de M. Rusnek, et qui sont opposés, qui font partie de la liste des gens qui vont être au conseil municipal. Donc le conseil municipal, ce ne sont pas que des gens qui furent des personnes qui étaient d'accord avec monsieur le maire. En l'occurrence, elles sont théoriquement pas d'accord puisqu'elles s'y opposent. Ça s'appelle l'opposition. En fait, elles sont 5. Bon, 5 côtés de 29. 24. C'est un contrôle Donc, surprise. en fait, le conseil municipal est constitué de 24 personnes qui étaient sur la liste de M. Rusnek, donc 5 des personnes qui étaient sur la liste n'ont pas pu être élues, et qui n'ont pas été élues sur la liste de M. Rusnek, et 5 personnes donc de l'opposition. Et parmi ces personnes, M. Rusnek a fait un choix de 8 adjoints. Vous avez entendu M. Desguimat parler de jeunesse, monsieur le maire, de la jeunesse, les finances, l'urbanisme, l'urbanisme, c'est-à-dire les routes, les maisons, moi l'éducation, les restaurants scolaires, bon. Enfin, les écoles plus précisément, parce que je ne m'occupe pas du collège. Le collège, c'est départemental. Et donc, ces 8 adjoints sont choisis par monsieur le maire, sont désignés par monsieur le maire, et puis aussi 4 conseillers délégués. C'est-à-dire qu'on a des conseillers municipaux. Parmi les conseillers municipaux, il y en a un qui est le maire, d'autres sont adjoints. Et parmi les conseillers municipaux, il y a aussi des gens qui sont délégués sur une tâche bien précise, le développement durable, par exemple. Non, je voulais juste ajouter que les adjoints ont tous une petite équipe, 3 personnes, 4 personnes. 4 personnes. Et dans cette équipe, il y a des gens de la liste de M. Rusnek et puis il y a des gens de la liste opposition qui forment ce qu'on appelle une commission. Et ça, c'est un mot qu'on entend très souvent à la télévision, à la radio, une commission. C'est-à-dire l'équipe qui est avec l'adjoint pour discuter ensemble, lors de réunions de commission, des choses à faire, des choses à choisir, discuter en groupe des préférences pour l'avenir. Alors, il est évident, et ça je voulais le dire aussi, ça me taraude tout le temps lorsque je discute avec des parents d'élèves, avec des directeurs d'école. Si on avait plein de sous, ce serait tellement facile. On pourrait faire des travaux qui feraient plaisir à la jeunesse, à l'école, aux gens dans la ville, plus de trous dans les rues, des sous, des ordinateurs aux écoles. Mais voilà, on fait vraiment avec ce qu'on a. Et c'est bien utilisé. L'argent est vraiment bien utilisé. Donc chacun dans sa commission, dans sa délégation, chaque adjoint, eh bien, fait attention aux propositions qu'il peut faire. Hier, j'ai vu monsieur le maire pour proposer des spectacles de fin d'année civile, de Noël, dans les écoles. Il y aura un spectacle en espérant que la Covid ne vienne pas tout détruire. Elle a assez détruit pour le moment. Eh bien, ça coûte une certaine somme. Nous en discutons. Nous essayons de voir si nous avons les moyens de le faire. Et puis on le fait. Il y aura une distribution et vous en profiterez, vous, au collège, de coquilles de Noël en décembre. Même chose, ça coûte une certaine somme. On essaie de... Voilà. Et puis aussi, pour les aînés, les anciens, il y aura un colis de Noël qui va être distribué. Ça coûte
Ça coûte beaucoup de sous. Mais voilà, l'argent est utilisé intelligemment, hein, comme vous le faites sans doute vous. On n'achète pas des baskets trop chères, on fait attention à l'argent qu'on achète. Bon voilà, je voulais juste amener une précision là-dessus, monsieur le maire. Merci, monsieur Banache. Et justement, je rebondis tout à l'heure quand je vous disais un budget de 10 millions d'euros. On se dit c'est beaucoup, hein? Eh ben non. Eh ben non. Justement, monsieur Banache, il vous l'a bien expliqué. Quand vous avez un gros billet dans le porte-monnaie, des fois, vous allez, je reprends l'exemple du cinéma, hein, mais vous pouvez aller au bowling ou je ne sais où, on s'achète de quoi manger, on est content, puis d'un seul coup, on regarde, le gros billet, il est devenu petit. Et bien, quand on a 10 millions aujourd'hui pour une mairie comme Austricourt, je peux vous dire que c'est malheureusement pas beaucoup. Il y a des communes qui ont la chance d'avoir plus d'argent. Nous, c'est trop compliqué pour vous l'expliquer aujourd'hui. Les 10 millions, comme M. Banache l'a dit, si c'était suffisant, bah, on fait rien, on claque des doigts, et puis on se dit, bah, on fait plaisir à tout le monde. Mais 10 millions chaque année à gérer, parfois c'est un peu moins, parce que l'investissement, on ne peut pas investir. Là, on parlera de ce qu'on fait pour les jeunes, hein, sur l'aérosport tout à l'heure. Mais on ne peut pas investir ce genre d'infrastructure tous les ans. Mais justement, M. Banache l'a bien indiqué, cet argent, même si ça vous paraît énorme, malheureusement, ça part très vite, très très vite. Comme le gros billet, quand on va au bowling ou quand on va au cinéma, on revient, on se dit « Ah, il ne me reste plus grand-chose ». Ça a répondu à vos questions? Oui. Ah bah, Ilyes, vas-y. Par exemple, si vous faites une erreur, vous signez, c'est qui vérifie derrière? Au niveau des finances, alors au niveau des finances, par exemple, il n'y a pas un coffre-fort à la ville, hein, il n'y a pas un coffre-fort avec plein de billets de banque, et il n'y a pas de chèque, on n'a pas le droit, et on n'a pas de carte bleue. En France, c'est quand même très bien fait. En France, les communes, comme les autres collectivités, ils payent par ce qu'on appelle des mandats. C'est-à-dire que, même si c'est moi qui signe des choses, on ne va pas les payer avec des espèces ou avec un chèque ou avec une carte bleue. Ces mandats, ils partent à la perception. Bon, la perception, c'est le trésor public, hein, les finances publiques. Vous en avez déjà entendu parler. Hein. Et dans chaque secteur, nous, notre perception pour l'instant, c'est Falampin. Je crois que ça va bouger bientôt. Hein, ils vont supprimer quelques postes quand même. Bon, donc pour l'instant, on travaille avec la perception de Falampin. Toutes les communes ici du secteur, ils ont le même percepteur, c'est le comptable du Trésor. Et donc, le comptable du Trésor, déjà, il vérifie que ce que je signe, c'est en correspondance avec ce qu'on a décidé ensemble au conseil municipal. Chaque année, pour le 31 mars, on doit décider du budget de la ville. C'est-à-dire de dire, on a autant d'argent, voilà ce qu'on propose pour cette année. Alors si on décide, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, d'investir 100 000 euros pour des travaux, je n'ai pas le droit de dépenser 100 000 euros plus 1 euro de plus. Si je le fais, je ne suis pas en conformité avec la loi. Donc ça, moi, je le sais. J'ai une comptable qui m'aide à Austricourt, et puis on a un directeur général des services, M. Derwisch, qui est là aussi. Donc, quand on signe au coup par coup, je sais où on en est dans nos dépenses. Mais aussi, donc eux, ils me surveillent déjà un petit peu, hein, ils m'aident. Moi, je sais aussi, hein, moi, mes parents, ils m'ont appris, si on a 100 euros dans sa tirelire, on ne peut pas dépenser 101 euros. Bon, là, il faut tout multiplier. Hein, si on a décidé de dépenser 100 000 euros avec le conseil municipal, je n'ai pas le droit de dépenser 110 000 euros. Voilà, c'est comme ça. Si je veux le dépenser, il faut qu'on trouve une solution. Donc ensuite, quand moi j'envoie d'une manière électronique ce que la comptable a préparé, je mets ma signature, tout est enregistré dans les ordinateurs à la perception, et en fin d'année, monsieur le percepteur, il va nous donner une signature pour dire qu'il est d'accord avec le budget. Voilà, c'est lui qui me contrôle, c'est lui qui me dit aussi si des fois je commettais une erreur, mais on commet tous des erreurs, hein, et quand je commets une erreur, je le dis, et pas seulement au niveau financier, hein, des fois, même dans la vie de tous les jours, hein, il y a des choses, on n'aurait pas dû le faire comme ça, il faut savoir reconnaître ses erreurs. On n'en fait pas beaucoup, on gère au mieux, mais
on a de la chance en France d'avoir des infrastructures qui sont là pour nous, pas pour nous surveiller, pas pour nous contrôler, mais pour nous aider dans la mission qu'on a. Après, nous, à Austricourt, on fait bien ce travail, hein. Il y a les adjoints qui savent ce qu'ils ont le droit de dépenser, etc. Donc, je leur fais confiance. J'ai répondu à ta question ? Ok. Bah, du coup, après les questions qui suivent, forcément, vous avez plus ou moins répondu. Il y avait une question qui était pertinente de Ilyes, qui justement, et vous avez bien répondu, c'était la gestion entre votre mandat, votre travail et votre vie familiale, du coup, qui doit être un peu bousculée, je suppose, en fonction des réunions et en fonction des rencontres. Il y avait aussi une question qui était sur les objectifs qui n'ont pas été mis en place sur les 5 dernières années, et pourquoi? Ah, les objectifs qui n'ont pas été mis en place. Bah, je pense que si vous avez vu le bilan, j'aurais dû le ramener, le bilan du mandat précédent, on était satisfait des propositions qu'on avait réalisées en 2014. Hein, c'est-à-dire que l'équipe qui s'est mise en place en 2014, on avait retenu un certain nombre de propositions qui étaient ambitieux, mais on savait aussi qu'on ne pourrait pas trop aller au-delà. Et puis il faut toujours se réserver, parce que des fois il y a des choses qui nous arrivent, comme je vous dis, qu'on n'a pas prévues. Cette chaufferie au miscanthus qu'on est en train de réaliser, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est quelque chose de novateur, hein. Il y en a peu en France. On va utiliser une plante asiatique pour chauffer la salle de sport du collège, là où vous allez pratiquer le sport, la maison du temps libre et l'école maternelle du courant d'eau. C'est mieux que l'électricité, c'est mieux que le gaz. Parce qu'on utilise une plante qui pousse ici, par exemple, qui pousse ici sur les terres polluées de Métal Europe. C'est-à-dire que les agriculteurs, aujourd'hui, ils n'ont plus le droit de faire pousser des choses pour manger. Ni pour nous, ni pour les animaux. Parce que ça a été infecté par le plomb, hein, tout au long du XXe siècle. Donc aujourd'hui, on y met une plante qui vient d'Asie, qui s'appelle le miscanthus. Le miscanthus, en plus, quand ça pousse, ça absorbe le plomb. Donc, ça va nettoyer le sol, pas du jour au lendemain, hein, ça va nettoyer le sol sur plusieurs dizaines, voire centaines d'années. Mais on va utiliser cette plante pour faire chauffer nos salles. Et en utilisant cette plante, non seulement on donne un coup de main aux agriculteurs, à l'environnement, mais aussi on va donner un coup de main, parce que ça va coûter moins cher que l'électricité et le gaz. Alors ça, quand on avait fait notre programme en 2014, on n'était pas trop au courant. Parce qu'on apprend tous les jours. Et une fois, j'ai échangé, parce qu'on a un club de tennis avec la ville de Leforest, j'ai échangé avec le maire de Leforest, on est quelques-uns comme ça à en avoir entendu parler. Et on s'est renseigné, on avait eu une réunion, et j'en parlais encore hier, on en a parlé en conseil municipal, on a eu un échange très intéressant, et puis on s'est dit, ça par exemple, on ne l'a pas écrit dans le programme, mais ce serait quand même important de le faire. D'abord parce qu'on va faire des économies, puis deuxièmement, on donne un coup de main aux agriculteurs et à l'environnement, je me répète, hein. Donc, vous voyez, il y a des choses qu'on ne fait pas, mais il y a des nouvelles choses qui se mettent en place. Donc moi, par rapport au programme qu'on avait proposé, on a quasiment tout fait. On avait été vigilant sur une ancienne église, vous savez, l'église Saint-Jacques, hein. C'était une église, c'était un lieu de culte. Donc logiquement, tout ce qui est culte, hein, les mosquées, les églises, les synagogues, il ne faut pas mélanger les affaires cultuelles et les affaires républicaines. Il y a la séparation de l'Église et de l'État qui a été décidée en 1905. C'est pas nouveau, c'est vieux, hein, c'est comme ça. C'est une loi de 1905. Donc, cette Église, à un moment, il y avait moins de gens qui y allaient. Donc, monsieur le maire d'avant, monsieur Ancelin, qui habitait dans ce quartier, il a souhaité que le bâtiment il reste dans le patrimoine visuel. Et puis il s'est dit, c'est quand même une belle salle qui ne sera plus une église, mais c'est un endroit où on pourrait redonner une vie. Plutôt que de la raser et puis de construire autre chose, ça va coûter de l'argent, autant garder le bâtiment. Et puis un jour, peut-être, on arrivera à faire quelque chose. Maison des jeunes, une salle de sport, on peut faire beaucoup de choses, hein. Et donc, ça, on avait été prudent, on a dit, on aimerait bien... ce que le conseil municipal, au temps de Robert Ancelin, souhaitait faire, donner une continuité. Mais malheureusement, oui, ça c'est quelque chose où on est prudent, parce que d'abord, si on met quelque chose en place, il faut que ce soit opérationnel, qu'il y ait une vie dedans. Et si on avait, comme l'a dit M. Banache, hein, et M. Desguimas, beaucoup d'argent,
suffit de dire, allez, on le fait, hein. Mais pour l'instant, on n'a pas suffisamment d'argent. Donc ça, c'est une des choses qu'on n'a pas pu faire sur le mandat précédent. On ne sait pas si sur ce mandat-là, on pourra avancer. Là aussi, on a été prudent. Mais pour nous, c'est important. C'est important que ce bâtiment, je ne parle plus de l'église, hein, mais ce bâtiment, Le bâtiment lui-même, en fait. en lui-même, qui a été construit en 1937, à un moment, je sais que les voisins du coin, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient d'origine maghrébine, etc., ils avaient cotisé ensemble parce qu'il y avait une horloge et l'horloge était tombée en panne. Et l'horloge, à une époque, vous savez, on n'avait pas téléphone portable et tout ça. Hein. C'était important parce que on n'avait même pas les moyens de se payer une montre, hein, des fois. Donc, l'horloge, elle donnait l'heure à tout un quartier. Donc, ils s'étaient cotisés. Donc, c'est vrai que c'est pas l'église en elle-même, mais le bâtiment, c'est central. Hein. On pourrait l'utiliser pour faire une belle salle qu'on pourrait organiser autrement, mais il faut l'argent. Donc, quelque part, aujourd'hui, nous, on est satisfait de ce qu'on a fait sur les 6 ans à venir. Apparemment, les Austrie-Courtois aussi, puisqu'ils nous ont fait confiance. Ils nous ont fait confiance. Ok. Du coup, une dernière question, Naïl. Quels sont vos plus gros projets et que vous avez fait et les plus gros qui sont en cours? Alors, je vais peut-être laisser M. Desguimas parler un peu de la jeunesse, parce qu'il y avait une question sur la jeunesse. Il va nous parler les plus gros projets sur la jeunesse, oui. Sur les mandats derniers. Pour moi, il y a l'école Robert Ancelin. C'était pas moi qui l'ai fait, c'est Robert Ancelin qui a démarré ce projet-là sur 6 ans. Ça a été fait entre 2008 et 2014. On a inauguré l'école en 2014. Mais il faut savoir que quand je vous parle des 10 millions d'euros, l'école Robert Ancelin, elle a coûté 4,5 millions. Oui, 4,5 millions d'euros. Donc, c'est comme vos parents, vos familles. Hein, des fois, pour avoir certaines choses, il faut prendre un emprunt. Hein, donc, il faut continuer de le payer après. Donc, on ne prend pas des emprunts comme ça pour rien. Donc, ça, on avait fait ce gros projet qui sert à tout ce quartier. L'espace jeunesse a été fait juste avant. Mais vous êtes bien ici, hein? Je ne me souviens plus de la somme d'argent qu'on a payé pour le centre social et l'espace jeunesse, mais ça a aussi coûté de l'argent. Hein. C'était il y a allez, 10-12 ans qu'on a fait ça, hein, 10-12 ans. Donc voilà. Sur le dernier mandat, il y a eu 2 projets, la garderie des Sourires et puis l'aérosport. Je vais laisser M. Desguimas parler de l'aérosport et dire combien ça a coûté, par exemple. Et là, sur le mandat à venir, on a énormément de projets. Vous avez vu, la gare, les abords de la gare sont en train de se restructurer. C'est fait, par exemple. Le Miscanthus, je vous en ai parlé, mais une chaufferie comme ça coûte 800 000 euros. Et sur les 800 000 euros, il a fallu trouver des gens qui nous aident à apporter leur argent. Donc il y a la région qui nous aide, il y a l'État qui nous aide, mais il faut encore trouver 25% de la somme, 250 000 euros, pour refaire ce projet. Monsieur Banach pourrait en parler aussi. Hier, on a eu une réunion sur l'école Salengro. Je vais lui laisser la parole vite fait pour nous parler de l'école Salengro. Parce que si on a refait une nouvelle école dans les cités, ça en avait besoin. Quand je t'ai appris à lire, on était dans la vieille école. Tu te souviens comment elle était, hein? À l'école Jules Ferry. J'étais malheureux parce que c'est l'école où mon père a appris à lire, où moi j'ai appris à lire et à écrire. J'étais dans cette école en tant qu'enfant. Quand il a fallu la raser, ça m'a fait les boules, hein, je peux vous dire, j'avais les boules, hein, j'avais les boules. Mais refaire l'école Jules Ferry à neuf, c'était 8 millions d'euros. Donc on a préféré la raser et refaire l'école à 4,5 millions. Parce que trouver 8 millions, c'est plus compliqué que de trouver 4 millions. C'est pas évident, oui, tout à fait. Et j'avais mal au cœur parce que j'avais été élève, j'étais enseignant. Mais c'est comme ça, on ne prend pas des décisions du jour au lendemain, il faut réfléchir. On ne peut pas avoir l'argent, même vous, hein, des fois vous voudriez avoir un peu plus dans le porte-monnaie, mais vous ne pouvez pas, c'est comme ça, il faut attendre, il faut réfléchir. Donc les autres grands projets du bilan dernier, c'est l'aérosport, M. Desguimas, je lui laisse le temps de développer, et puis peut-être un grand projet sur Salengro après pour M. Banach. Voilà. D'accord, on vous écoute, M. Desguimas. Oui, donc alors... si vous voulez un peu plus de détails sur l'aérosport, donc déjà, il faut savoir que c'était une promesse de mandat qui avait été faite avant 2014, donc lors de la campagne qui précédait les élections qui allaient nous conduire sur les 6 années de 2014 à 2020. Donc pendant la campagne, on s'était engagé auprès des Austrie-Courtois à transformer ce lieu, donc je ne sais pas si certains s'en souviennent, un lieu qui était un petit peu délabré, qui était un petit peu à l'état d'abandon. Et on s'était engagé auprès des Austrie-Courtois. Donc c'était une promesse de campagne. On s'était engagé à le réhabiliter, à le rénover et en faire
quelque chose de très attrayant et très intéressant pour les Ossery-Courtois. Donc c'est un projet qui a coûté, je parle sous le contrôle de monsieur le maire, normalement entre 1,2 million et 1,3 million d'euros. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez conséquent. Donc évidemment, ce projet a été mené dans la transparence et en concertation avec tous les partenaires intéressés, à savoir les écoles. Donc les écoles ont été consultées, les associations sportives ont été consultées, le centre social, d'accord, avait été aussi consulté, d'accord, et les Ossery-Courtois, en particulier les riverains qui étaient juste à proximité et qui pouvaient éventuellement avoir besoin d'être rassurés sur l'affluence et le fait que ça n'allait pas générer pour eux des troubles. Donc, une fois la concertation terminée, d'accord, donc ce projet a été mené et accompagné par un bureau d'études, un architecte, les différentes commissions qui se sont réunies, l'adjoint qui s'occupe des travaux, l'adjoint qui s'occupait des écoles, l'adjoint qui s'occupait en l'occurrence de la jeunesse et du sport. Donc il y a eu un travail entre plusieurs commissions pour mener à bien ce projet. Donc on vous l'a dit, 1 million, entre 1,2 million et 1,3 million, c'est quand même une somme assez conséquente. Donc il a fallu aussi rechercher des financements. D'accord ? On ne pouvait pas dépenser tout cet argent en autofinancement, c'est-à-dire prendre toute cette somme sur les deniers de la ville. Donc ben oui, d'autres financements ont pu être obtenus grâce au concours des services de la ville. Donc nous avons dans la ville des personnes qui sont aussi chargées de rechercher des financements. On a un directeur général des services et on a d'autres personnes qui font ce travail. Donc la région a dépensé de l'argent pour nous, le département, la communauté de communes. Donc vous savez qu'on est dans une communauté de communes, puisque l'intercommunalité aujourd'hui dans laquelle on siège, c'est la CCPC, donc la communauté de communes du Pevel-Carambeau, qui représente un ensemble de 38 communes, dont Ossery-Court fait partie. Et donc tous ces financements dont M. Desguim a parlé, ils ne tombent pas du ciel. Hein. Ça aussi, c'est les élus qui doivent rencontrer des partenaires, si on veut, par exemple, que la communauté de communes Pével-Carambeau nous finance, ou si la région doit nous... Il ne suffit pas d'écrire une lettre et puis dire, voilà, on veut autant. Hein. Il faut insister, il faut les voir, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ok. Monsieur Ah Banache. Oui. Monsieur Banache qui voulait s'exprimer. Oui, je vais être bref. On est dans des projets qui coûtent de l'argent et donc M. Desguim a parlé d'un projet au terme duquel on est allé. Hein. Vous l'avez fréquenté certainement, cet espace de l'aérosport. Hier, monsieur le maire en parlait. Nous étions à l'école Salengro qui va faire l'objet dans les quelques années qui viennent de gros travaux. Peut-être l'avez-vous fréquenté cette école-là? Non? Eh bien, oui, Jules Ferry, Ancelin. Cette école-là est déjà ancienne. À l'époque, c'était un collège et puis une école élémentaire. C'est devenu une école filles-garçons. Il y a énormément de travaux. Des travaux qui ont déjà été entamés depuis quelque temps et des travaux qui vont faire l'objet d'une grosse dépense pour réhabiliter, pour remettre restaurer, hein, pour remettre en bon état des salles de classe. Ça va être un gros projet, effectivement. Et puis, quand on regarde cette école, on voit deux ailes, hein, deux bâtiments à droite et à gauche qui furent à l'époque les logements des directeurs. Et on s'est posé la question, et d'ailleurs une de nos collègues adjointes, Madame Stampien, en parlait hier. On se propose également d'étudier la possibilité de transformer l'un des bâtiments qui était un logement de direction et qui comporte 7 pièces en espace baptisé coworking, hein, travail en collaboration. On se pose la question de la possibilité de certains étudiants, et j'espère que vous deviendrez étudiants, de pouvoir travailler sereinement, tranquillement, calmement à la maison. Donc on envisage d'aménager une partie donc une aile en espace de travail pour des étudiants après leur journée, dans l'après-midi, en début de soirée, venir travailler. Donc
installer ce qu'il faut pour qu'ils puissent se connecter. Ils viendraient avec leur ordinateur, il y aurait la Wi-Fi, il y aurait le calme, la possibilité de travailler en groupe. Ce sont des salles, on les a vues hier, il y en a 7, plus un espace WC. Il y a 7 salles qui font facilement 12 mètres carrés. Quoi. Dans 12 mètres carrés, vous imaginez la place que ça peut permettre d'occuper. Hein. 4-5 étudiants facilement, en respectant les distances. Excusez-moi, même sur les personnes qui sont dans l'intention de préparer un concours aussi éventuellement. Pourquoi pas, bien sûr. Hein, bien sûr. Des auto-entrepreneurs, des entreprises, Ah oui. etc. C'est très large. Voilà, j'ai cité étudiant parce que c'est la première chose qui me dit, mais évidemment un espace de travail qui serait autre chose que l'espace à la maison. Alors, cette idée-là, elle était. Monsieur Desguimard a dit on était en campagne électorale, et cette idée-là, on ne l'a pas trouvée tout seul. On avait eu un échange avec des jeunes qui ont bien voulu venir à notre local de campagne, et dans l'échange, c'est une des propositions qui avait été faite par des jeunes étudiants qui disent aujourd'hui, nous, quand on est chez nous, des fois, on a des petites chambres, on est 2-3, c'est pas évident. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, malheureusement, hein, mais c'est vraiment quelque chose auquel on tient. Oui. Puis, Donc, oui. juste pour dire que cet espace de coworking, donc travailler ensemble, un travail dans un espace commun, ça correspond aussi à une promesse de mandat qui a été faite et qui est inscrite, d'accord, dans le programme qu'on a présenté aux Austries-Courtois. Puis après, bon, pour finir en ce qui me concerne, il y a des choses qui coûtent moins cher, voire pas d'argent du tout. Hein. Évidemment, dans le programme de Monsieur le maire, il y avait quelque chose qui avait été précisé, et je suis, entre autres personnes, chargé de le faire. Nous envisageons de créer un conseil municipal des jeunes. Des enfants. C'est pas Ça pareil. sera coupé. Ça peut être des jeunes aussi. Hein. Ça peut être des jeunes et des enfants. Des enfants, c'est pas la première fois que Monsieur le maire me reprend sur ce. Donc en fait, des élèves des écoles élémentaires jusqu'à les premières années du collège, hein, 6e, 5e, voilà, de façon à, un peu comme vous le faites aujourd'hui, hein, poser des questions sur la vie à Austricourt, essayer d'améliorer, parce que moi je le dis, je suis enseignant, j'ai des élèves de collège, j'enseigne pas loin d'ici. Vous avez, vous qui êtes jeune, une vision qui est différente de celle qu'on a nous. Moi, j'ai quand même bientôt 59 ans. Et ah ouais, mais si vous voulez, le temps passe, monsieur le maire. Et bien, je le dis à mes élèves, la vision que vous avez est vraie et il faut en tenir compte. Donc, pouvoir vous poser des questions, avoir votre avis, en prenant bien en compte le fait que l'argent ne coule pas à flot, eh bien, c'est à mon avis une façon, c'est à notre avis, une façon d'avancer dans le bon sens, quoi. Alors moi, je voulais compléter mes propos sur l'aérosport. Donc on est en train de parler des projets, comment on est un projet, d'où il vient, pourquoi on le fait. D'accord ? Donc Monsieur le maire l'a dit, l'idée de coworking, elle est née d'une rencontre avec les jeunes. Donc il y a une concertation puisque les élus sont au quotidien en contact avec les Austries-Courtois, que ce soit dans un cadre particulier civil ou que ce soit dans le cadre associatif. Donc il y a de ce contact-là naissent des rencontres, de ces échanges émergent des idées. Et à partir de ces idées-là, on va essayer de mettre en place des projets. Donc le projet de l'aérosport, ça correspondait pour ma part à des échanges que j'avais eus avec des jeunes, avec des associations, avec même des personnes de simples administrés, qui nous disaient qu'est-ce qu'on peut faire pour nos jeunes l'été, par exemple, ou pendant les périodes de vacances, lorsque les clubs de sport sont fermés. Les clubs de sport sont fermés, il n'y a rien pour eux. L'été, c'est long. Hein. En général, les saisons elles finissent au basket, c'est fin avril, début mai. Au foot, au plus tard, fin juin. Après, on fait quoi ? À partir de la mi-juin, juillet, août, on est dehors. Donc, c'est bien, il y a des activités qui sont mises en place par le centre social ou bien par d'autres structures. Hein. On a un accueil de loisirs intercommunal, mais parfois, il peut y avoir, pour les gens qui ne fréquentent pas ces accueils de loisirs, une espèce de calme dans lequel on est oisif et peut-être pendant lequel on va faire des bêtises. Donc il y a une inquiétude des parents qui se posaient la question. J'avais eu cet échange avec des nouveaux habitants qui m'avaient dit qu'est-ce qu'on peut avoir pour les jeunes. Et c'est vrai que cette idée-là, elle nous trottait. À l'époque, on avait un centre de prévention. J'en avais parlé avec l'ex-directeur, M. Paulo Gravina. On s'était dit que ça serait bien qu'on essaie de faire quelque chose de ce lieu.
qui étaient un petit peu laissés à l'abandon. Et donc voilà, on a décidé dans cette concertation et avec l'émergence de cette idée de faire quelque chose de bien. Donc vous avez vu maintenant, vous avez quand même un super city stade, vous avez des jeux pour les jeunes, vous avez un espace cyclocross, on peut faire de la trottinette, du VTT, etc. On peut courir, on peut marcher. C'est un lieu qui est destiné à recevoir toutes les tranches d'âge. C'est un lieu qui est aussi sécurisé, vous avez vu, qui est bien clôturé, il y a de la vidéosurveillance. Donc c'est aussi un lieu rassurant pour les parents et pour les enfants qui souhaitent avoir une activité. Donc sur le nom, l'aérosport, on avait aussi demandé à tout le monde de participer. Donc l'idée de l'aérosport, ça fait penser à un aéroport. Qu'est-ce qu'on fait quand on va à l'aéroport? On va prendre l'avion, on va faire des vacances, on va s'évader. Et l'idée de aéro, parce qu'il y a aussi l'idée de s'aérer les idées, s'aérer l'esprit. Donc il y a l'idée de partir en voyage, l'idée de s'évader, l'idée d'aller décompresser quelque part à l'extérieur, et l'idée aussi de faire du sport en extérieur. Donc voilà comment, d'un échange d'idées avec nos concitoyens, on a petit à petit, après forcément avoir budgété, parce qu'il faut budgéter, il faut préparer les financements. Ça, monsieur le maire l'a bien expliqué, mais ça a pris du temps. Donc entre le moment où on a parlé il y a une dizaine d'années, entre la concertation avec tous les acteurs, qu'ils soient associatifs, écoles ou particuliers, et la mise en œuvre du projet, avec le projet de mise sur plan, les architectes, les bureaux d'études, les échanges de travaux entre les différentes commissions, voilà, ça a pris quand même beaucoup d'années, mais au bout, il y a une réalisation concrète qui sert les Ostricoutois. Donc tous les projets qu'on essaie de mettre en place, ça doit être des projets menés en adéquation avec les Ostricourtois, les écoles, les associations, et ça doit surtout servir à quelque chose. Donc là, juste pour peut-être, parce qu'il y avait une question qui était posée sur les projets à mener sur la jeunesse, donc moi j'ai ramené notre programme, donc voilà, donc je peux vous en parler sur ce à quoi on s'est engagé au niveau de la jeunesse. Alors, vous avez vu le sport c'est un vecteur d'intégration, on intègre beaucoup par le sport, on peut mieux vivre aussi ensemble grâce au sport, et on peut aussi faire passer des valeurs essentielles, d'accord, à travers le sport. Donc c'est important le sport. Donc on va continuer forcément à faire en sorte que les jeunes puissent pratiquer leurs activités sportives, que ce soit dans un cadre scolaire, dans un cadre sportif associatif, ou aussi dans un cadre d'accueil de loisirs, puisque vous savez que on met à disposition les salles de sport pour toutes les activités de vos accueils de loisirs. En l'occurrence ici, je sais qu'avec monsieur Yvan Aymonier, le directeur du centre social, on échange souvent sur les mises à disposition des salles, d'accord, dans votre temps d'accueil de loisirs. Donc ça, l'an dernier, par exemple, ce qui a été aussi réalisé en 2019, pour que les activités sportives se déroulent bien, on a quand même aussi dépensé beaucoup d'argent à la salle Charles de Gaulle. Donc on a changé tout le revêtement sportif, on a acheté un nouveau tableau d'affichage, on a acheté également des dalles de protection, des tapis de protection du sol pour les manifestations qui ne sont pas sportives. Quand on organise par exemple des concerts, si on fait aussi des fêtes des écoles, ou bien si on utilise par exemple la salle pour accueillir des braderies, parce que la salle, elle ne sert pas qu'à faire du sport, elle sert aussi à recevoir des manifestations extrascolaires. Donc tout ça, ça représente 120 000 euros. Donc c'est aussi une somme d'argent qu'il faut dépenser. Donc là, dans le programme, on a, puisqu'on parle toujours des salles de sport, on va aussi changer les toitures. Donc de la salle Roger Salengro et de la salle Charles de Gaulle. Donc là, actuellement, pour faire des économies, parce qu'on vous a dit qu'on ne veut pas dépenser n'importe comment, on est en train d'essayer de réfléchir à faire un appel d'offres global pour changer pas seulement les toitures des salles des sports, mais peut-être d'autres bâtiments communaux pour avoir, par une économie d'échelle, par un plus gros chantier, pouvoir négocier et obtenir des remises de prix. Donc ça prend du temps. Et vous voyez, je vais rajouter, quand on est jeune, des fois ça on le voit pas, hein, parce que ce qui est important, c'est d'avoir des loisirs, d'être accompagné, mais on se dit, oh, une salle de sport ça coûte pas cher, un tapis ça coûte pas cher, on voit peut-être pas qu'il y a des problèmes au niveau des toits, etc. Donc pour vous, peut-être que vous vous en rendez pas compte, hein, mais
Si on ne le fait pas, forcément, si l'eau va continuer de couler et traverser la toiture, bah, la salle de sport, elle va être dégradée. Donc des fois, on se dit, on fait rien pour les jeunes. Ben si, on le fait, mais ça se voit pas vraiment. Il faut vraiment avoir des interviews comme aujourd'hui. Et après, s'il y a un conseil des jeunes, s'il y a des activités, il faut le relayer, il faut bien le dire aux amis. Moi, de temps en temps, on a parlé de l'aérosport, on a mis 1,3 million. C'est pas seulement pour les jeunes, c'est pour toutes les générations, mais il y a beaucoup de jeunes qui y vont. Et parfois, moi, je vois des jeunes qui dégradent. Hein, et ici aussi, au centre social, il y a des dégradations. Vous n'en pouvez rien. Mais il faut bien expliquer quand on est à l'école, quand on est dans des manifestations, quand on est ensemble, d'essayer de protéger ces espaces en disant faut vraiment pas le faire, quoi. C'est des conneries qu'on fait. C'est peut-être pas des Austri-Courtois, hein, c'est peut-être des gens d'ailleurs qui viennent, etc. Alors je sais que Monsieur Aymonier, on est souvent en relation, hein, mais si vous voyez des fois des choses qui ne doivent pas être faites, parce que si on a investi 1,3 million, on a voulu mettre des arbres, etc., pour que ce soit plus beau, aller détruire un arbre, un jeune, il déracine. Si on le voit faire, par exemple, c'est bien aussi peut-être d'aller le dire à son responsable qu'on a vu quelque chose. Nous, c'est pas pour punir les jeunes, mais nous, c'est ceux qui font ces dégradations, c'est pour essayer de leur dire, faut pas le faire, quoi. C'est stupide, parce que cet argent-là, nous, on préférait faire une séance de cinéma ou de bowling ou autre, ou de slam, comme j'ai vu tout à l'heure, c'est super sympa. Mais ça aussi, ça coûte cher. Et si cet argent, on le dépense parce que on doit réparer, forcément, on le donne pas directement à vous. Je vous ai coupé, Monsieur Desguimard. Je vous en prie, Monsieur le maire, votre intervention était importante. Donc, ce qu'on essaie de faire, voilà, donc sur les projets, donc c'est essayer de mener un travail de partenariat avec tous les acteurs de la ville. Donc, les acteurs qui touchent autour de la jeunesse, on a parlé des écoles, on a parlé aussi des associations qui peuvent jouer un rôle. On a parlé aussi du centre social, hein, d'accord. Le centre social, c'est aussi un acteur important puisque c'est lui aujourd'hui à qui on a confié la politique jeunesse, d'accord. Et c'est important aujourd'hui d'avoir cet échange avec tous ces partenaires pour justement essayer de faire émerger de nos échanges des idées qu'on va transformer en projet pour justement donner une alternative à la problématique qui touche les jeunes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que des jeunes partent à la dérive? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que des jeunes soient déscolarisés, soient en décrochage scolaire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que des jeunes évitent de se faire entraîner par la rue et ne deviennent au départ par des petites incivilités et après ça se transforme en délinquance? Et après, ça peut tomber dans, malheureusement, des problèmes de délinquance qui vont tourner autour de la drogue ou bien autour, j'allais dire, de nuisances qui vont porter préjudice, aux habitants, qui vont porter préjudice aux familles. Les familles sont aussi démunies. Donc l'objectif, c'est d'accompagner les familles, d'accompagner les écoles, d'accompagner les associations, le centre social. Et tous ensemble avec la ville, c'est d'essayer de nous rencontrer et de trouver des solutions en menant à bien des projets qui vont servir aux jeunes, qui vont être productifs. Comme aujourd'hui, ce qui se passe, voilà, il y a un concert musical, on est en train de mettre en place des actions de slam. Ça vous occupe, au lieu de traîner dehors, vous venez là, vous vous enrichissez. Vous comprenez aussi peut-être le caractère bienfaisant d'aller à l'école. Aller à l'école, bien parler français, ça peut me permettre après de bien chanter. Peut-être pour les gens qui veulent réussir dans la musique ou bien qui se destinent à une carrière artistique, c'est important l'école. La maîtrise du français, c'est important. Donc voilà, donc toutes ces petites idées sont importantes à mener à bien pour qu'on essaie de proposer, donc tous les acteurs ensemble, une alternative à la rue. Quand je dis une alternative à la rue, c'est-à-dire aux mauvaises idées qu'on peut trouver dans la rue et aux entraînements nuisibles auxquels on peut être confronté. D'accord ? Donc, dans les autres idées, donc il y a toujours maintenir, persévérer, appuyer, continuer ce partenariat en espérant que de belles idées vont naître. Et ce partenariat, il se concrétise, en tout cas pour nous, la ville, par une mise à disposition de moyens financiers, puisqu'on verse des subventions, on participe, d'accord, aux dépenses financières, d'accord,
que le centre social va avoir dans sa politique jeunesse par une mise à disposition de moyens matériels. D'accord ? Donc on va mettre à disposition des locaux, on va mettre à disposition du matériel, on va mettre à disposition nos agents pour aider à faire en sorte que les projets qui sont menés par le centre social arrivent à terme. On a aussi d'autres projets autour de l'étang. On aimerait bien un peu faire à l'étang ce qu'on a réussi à faire au niveau de l'aérosport, c'est-à-dire en faire un lieu qui soit occupé par les jeunes, en faire un lieu qui soit occupé par les familles, en faire un beau lieu, un lieu de vie, un lieu où on puisse aller se promener en famille tranquillement, un lieu où on puisse aller pêcher, mais pas seulement. Donc c'est aussi un lieu de vie, un lieu pour les jeunes, un lieu pour les familles. Donc c'est un projet aussi qui est important. On va en matière de sécurité renforcer toutes les berges. Donc là, au bas mot, on sera sur un projet à 150 000 euros. J'ai une question pour le stade GSO. Oui, on t'écoute. Alors dans le micro, ça serait peut-être mieux. Pour le stade GSO, vous allez faire quoi? Alors pour le stade GSCO, bon, tu es bien renseigné ou en tout cas ta question elle est pertinente puisque dans notre promesse de mandat, on s'est engagé à faire un terrain d'entraînement en synthétique, puisqu'il y a une véritable question qui se pose au stade, c'est qu'on a une espèce de terrain tout en enrobé, d'une part. Juste à côté, on a aussi un petit terrain en schiste, mais qui ne sont pas toujours bien utilisés. Donc ça oblige l'association à venir lors de la trêve hivernale, qui court parfois de décembre jusqu'à février, donc ça peut durer 3 mois. Donc ça les oblige à venir demander des créneaux à la salle Salengro pour s'entraîner. Donc pareil, hein, dans le cadre d'échanges. Par contre, ce qui serait bien, moi j'en profite, tu vois, Zacharia, hein, j'en profite, ce qui serait bien, c'est parce que malheureusement, aujourd'hui, le club de foot, il connaît quelques petits problèmes. Hein, il connaît quelques petits problèmes. Il faudrait, parce qu'on est en quartier politique de la ville là-bas, hein, on est en quartier politique de la ville, si on lance ce projet-là, hein, dans quelques temps, je voudrais le mettre, vraiment le mettre une des priorités, hein, de ce mandat également, il faudrait vraiment qu'on arrive à travailler, hein, tous ensemble, avec le centre social, avec les bénévoles qui sont là. Mais il n'y en a pas beaucoup de bénévoles, hein, et les bénévoles aujourd'hui, ceux qui donnent du temps pour les autres, ça court pas les rues. Mais il faudrait vraiment qu'il y ait vraiment un travail collectif avec les quelques dirigeants qui restent pour qu'on mette en place des équipes de foot. On ne va pas parler de professionnels, hein, on ne parle pas du PSG ou de l'OM ou de Lille, hein, qui a gagné 4-0 contre Lens. On va surtout parler des jeunes, hein, parce que vous êtes aussi attentifs à cela. Il faudrait qu'on arrive à trouver vraiment un encadrement qui nous permette de reprendre pied sur le stade et qu'on puisse l'utiliser régulièrement et qu'on puisse avoir 2 ou 3 équipes qui sont engagées. Aujourd'hui, on a des dirigeants qui ont envie de le faire, mais il y a d'autres personnes qui ont envie de détruire tout ce qui se construit autour de ça. Parce que dans la vie, il y a aussi des bons et des méchants. Hein, c'est comme ça, malheureusement. Et il y a des gens qui veulent détruire. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que oui, on puisse travailler avec les jeunes d'ici, hein, votre conseil de jeunes, etc., pour voir comment on peut améliorer ce projet. Oui, tout à fait, ça peut faire le lien du coup, tout à fait. Et du coup, je voulais faire le lien par rapport à ce que vous disiez sur notamment le conseil de jeunes, que nous on le remobilise, hein, on va faire bientôt des élections, on mobilise les jeunes pour qu'ils justement ils participent à cette vie locale, associative, et qu'ils innovent dans leurs idées. Vous l'avez bien dit tout à l'heure. Mais aussi, durant nos quartiers d'été, on a pu voyager avec notre web radio, vous l'avez déjà vu sur certains sites, et certains jeunes nous ont émis des idées, notamment sur le lieu qui est sur l'ancienne Aldi, qui n'est plus forcément utilisé, où il y a eu des propositions du genre un bowling, un laser game, une piscine, un parc. Voilà, je pense que c'est des idées qui peuvent être coûteuses, mais voilà, c'est des idées qui ont pu émerger, et notamment ils ont ciblé un lieu. Je pense que c'est déjà bien qu'ils aient déjà des idées sur un lieu qui leur semble peut-être trop détérioré et qui est peut-être un peu néfaste dans leur vision de leur quartier du coup. Oui, mais bon, alors je vais rebondir, hein, je vais rebondir.
C'est vrai que organiser un bowling ou autre chose, c'est très onéreux. Et souvent, c'est le monde du privé qui fait ça. C'est pas le monde du public. L'argent public, on ne peut pas se permettre d'avoir sa propre piscine dans une commune parce que ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Alors là où c'est compliqué avec le magasin Aldi, c'est que le magasin Aldi, il n'appartient pas à la ville. Il appartient au groupe Aldi. Au groupe Aldi. Donc moi, ça c'est aussi une de mes missions. Je suis en train de me battre pour que justement, oui, ce que vous avez remarqué, que c'est en friche, que c'est à l'abandon, qu'il y a des gens du voyage qui squattent le lieu en cassant des palissades, mais on est sur un lieu privé. Et en plus, c'est une zone économique, c'est-à-dire que toute cette surface autour du magasin Aldi, que ce soit Intermarché, que ce soit Aximum, etc., on est dans une zone d'activité économique. Et le maire n'a pas de compétence sur une telle zone. C'est-à-dire que cette zone-là, elle est gérée par la communauté de communes Pével-Carambeau. Donc déjà, si on voulait racheter Aldi, je ne sais plus, ils ont annoncé le prix, c'est plus de 300 000 euros, je crois, 350 000 euros. Il faudrait déjà trouver l'argent pour racheter le bâtiment. Il faudrait qu'on ait l'accord de Pével-Carambeau. Et puis ensuite, il faudrait trouver quelqu'un qui veuille bien investir dans ce lieu. Donc ça, c'est pas gagné. Ça, c'est pas gagné. Moi, j'y crois plus à restructurer un bâtiment qui était une ancienne église, qui est à nous aujourd'hui, qui est à nous. Pour faire un bowling, j'en sais rien, mais en tout cas, ça, c'est pas utilisé. Et moi, j'aimerais bien justement qu'il y ait un partenariat là, avec les gens qui vivent dans ce quartier-là, et puis ce bâtiment, sans dévaloriser aussi. Ici, on a quand même un beau centre aussi. On y met de l'argent quand même, et on peut pas mettre de l'argent pour les jeunes ailleurs, puis dire on va donner moins au centre social et à l'espace jeunesse quand même quelque part. Sinon, ici, ça va être à l'abandon à son tour. Malheureusement, moi je crois qu'Aldi c'est privé, c'est des affaires économiques et ça va être compliqué. La seule structure qui peut reprendre un Aldi, pour moi, c'est quelqu'un qui est économiquement fort. Alors oui, si vous connaissez dans votre entourage quelqu'un qui veut faire un bowling et qui peut investir 500 000 ou 600 000 euros, moi je suis prêt à le rencontrer pour essayer de l'aider. Mais sinon, ça va être compliqué. D'accord. Bon bah voilà, je pense qu'on a... Alors, Monsieur Desguimard. je voulais juste terminer mon propos sur le stade pour que notre petit jeune puisse avoir tous les éléments. D'accord. Donc, dans cette promesse de mandat, donc évidemment, oui, un terrain d'entraînement devrait, j'emploie le conditionnel évidemment, sous réserve des possibilités de réalisation financière. En tout cas, on mettra tout en œuvre pour qu'il y ait un nouveau terrain d'entraînement synthétique. De qualité pour ceux qui sont déjà partis sur Wany et qui ont vu à peu près à quoi ressemblait un vrai terrain d'entraînement synthétique. Voilà, ça sera quelque chose du genre-là, clôturé, bien drainé, gazon de qualité, avec l'éclairage et toujours les vidéosurveillances, puisque c'est un équipement dont il faudra prendre soin, évidemment. Et ce lieu-là pourrait être utilisé, Adrien, comme vous l'avez dit, éventuellement, lors des quartiers d'été, etc. Et pourquoi pas être approprié sous réserve d'un encadrement qui accompagnerait les personnes qui souhaitent l'utiliser. Donc, dans le cadre de la fête des voisins, je pense à ça par exemple, dans le cadre d'une action, quelle qu'elle soit, on parlait de politique des quartiers de la ville aussi également. Donc voilà, ça c'est quand même important de le dire. Et là, on est sur un projet qui serait aux alentours de 300 000 euros. Donc voilà, pour que vous ayez quand même une idée de ce qu'on souhaite faire, de pourquoi on veut le faire et de la difficulté aussi peut-être à aller jusqu'au bout et des efforts qu'il faut mettre en œuvre pour concrétiser ces projets. Donc voilà, on vous a donné un petit éventail des différents projets autour de la jeunesse, mais ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que cette feuille de route, elle est toujours active et que n'importe qui, Adrien vient de proposer cette idée, je ne vais pas dire utopique, mais pourquoi pas, c'est bien de la dire, c'est à partir des... Il faut être utopique. Il ne faut pas se fixer de limites. Parce que c'est en se fixant des limites qu'on s'interdit de faire des propositions. Donc ne nous interdisons pas de faire des propositions. Et ensuite, nous, notre travail, c'est essayer de voir si c'est réaliste ou pas. Donc moi, j'encourage tous les jeunes qui sont ici à faire des propositions. D'accord ? Et nous, on s'est engagé à faire des choses, mais la feuille de route n'est pas fermée. Donc il y a toujours des possibilités
selon les opportunités, à pourquoi pas mettre en place de nouveaux projets. Donc voilà, donc il ne faut pas hésiter, il faut en parler, il faut échanger. Et si on a des possibilités et si le projet peut se finaliser, on le finalisera éventuellement. Ben bien, merci du coup. Écoutez, moi, pour conclure, je redis ce que j'ai dit au début. Merci pour cette invitation. J'espère qu'on vous a aidé un peu. Je vous ai dit aussi ce que je pensais de cette projet de radio, hein, quand on s'est vu dans les quartiers d'été. C'est une superbe idée. Vous avez évoqué le conseil municipal des jeunes. Nous, on a un conseil municipal des enfants, enfin, un conseil des jeunes, parce qu'il ne sera pas municipal. Mais pourquoi pas l'envisager un jour, hein, pourquoi pas l'envisager un jour. La démocratie, c'est se parler. Et se parler, c'est se fixer des règles. Et c'est vrai que les conseils ont beaucoup d'importance. Vous, les jeunes, c'est pas moi qui l'ai dit, il y a quelqu'un qui a dit, les jeunes, la jeunesse, c'est l'avenir de l'homme. Hein, c'est l'avenir de l'homme. Donc, si on fait ce travail, c'est parce qu'on croit en notre planète et qu'elle tourne toujours dans le bon sens et que vous y soyez bien aujourd'hui et qu'à votre tour, quand vous serez plus grand, vous serez parents et qu'il y aura des enfants et de la jeunesse. Et donc, M. Desguimas l'a bien dit, on ne peut pas répondre oui à tout, hein, sinon on serait des menteurs. Hein. Il y a des gens qui mentent beaucoup. Vous dire que tout est possible, c'est pas réalisable. Hein. C'est pas bien pour nos échanges. Par contre, moi je vous encourage à vraiment le créer, ce conseil municipal, le conseil des jeunes du centre social. Faites-le vite et bien, candidatez. Travailler en commission, M. Banage tout à l'heure l'a dit, il faut travailler en commission, et puis on peut se prévoir des rencontres en mairie, on peut prévoir des rencontres avec des élus dans le cadre de leur mission pour justement vous aider et vous expliquer que parfois on peut faire des choses, parfois par contre on doit ou le suspendre et dire on le fera plus tard, ou dire ben non, ça c'est pas possible. Mais c'est important de le comprendre, qu'on ne vous abandonne pas, parce que les jeunes et les enfants ne doivent pas être abandonnés. On est dans une société où de temps en temps on est trop égoïste, hein. On vit sur soi-même, on voit pas les autres dans la difficulté, et ça il faut vraiment que dans ce centre social, je sais qu'il y a un énorme travail qui est réalisé, grâce aussi à vous, parce que vous venez souvent, et donc mettez toutes les chances de votre côté, et mettez toutes les chances du côté de la jeunesse. Voilà, merci beaucoup à vous. Ben, merci à vous, monsieur le maire. Merci à vous. Merci, monsieur Desguimas. Bon, voilà, donc c'était un échange riche, je pense, les jeunes, non? Ça a été? Vous avez eu vos réponses à vos questions? J'ai faim. Moi aussi. Bon, bah merci beaucoup en tout cas pour Merci. cette interview, et puis vous êtes toujours les bienvenus. Merci à vous. Merci.